Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Avant de commencer cette vidéo, quelques mots. Je voulais simplement souhaiter une très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens orthodoxes. Alors pourquoi je fais cela? C'est parce qu'il y a beaucoup de Russes francophones qui me suivent. Donc c'est surtout pour eux que je fais cela. Et aussi pour tous les autres, hein, pas que, hein, tous les chrétiens orthodoxes qui me regardent, je leur souhaite à tous une très bonne fête de Pâques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Cela m'aide à être plus visible. Donc ça, c'est important pour moi. Et éventuellement, un petit don. Lien dans la description et surtout lien dans les commentaires. Liens dans les commentaires sont cliquables. Donc je me dois de rappeler que mon ancienne chaîne Analyse du Monde a été supprimée il y a quelques jours pour cause de propos haineux. Donc vous avez l'habitude, en fait, mes vidéos disent un peu trop de vérité. Donc ma chaîne avait plus de 5 ans d'existence, 345 vidéos donc, qui disparaissent, 2000 abonnés, mais bon c'est comme ça, donc je compte sur vous vraiment, sur votre soutien, donc partagez, partagez, partagez. Là j'ai recréé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Réinformation sur le monde. Donc n'oubliez pas, c'est réinformation sur le monde. Donc quand vous partagez à d'autres, il faut bien leur dire cela. Ce n'est plus Analyse du Monde, même si je continue à appeler ma chaîne Analyse du Monde, puisque sur toutes mes autres plateformes, Odyssée, qui est ma chaîne principale, Rumble, VK, Telegram, Twitter, ça reste Analyse du Monde. Donc si vous voulez voir toutes mes vidéos, les 345, eh bien, faut aller sur Odyssée ou Rumble, préférablement sur Odyssée, qui est ma chaîne principale. Et quand vous regardez une de mes vidéos, je vous demanderai un petit effort pour me soutenir, si vous le voulez bien, c'est d'aller sur ma chaîne Réinformation sur le monde, bien sûr, parce que c'est YouTube et que c'est plus populaire que les autres plateformes, mais aussi d'aller sur Odyssée. Donc quand je publie une vidéo, allez sur les deux plateformes. Voilà, mettez un petit pouce, un commentaire, ça peut être juste un merci, ça suffit, c'est pour les algorithmes. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bon allez, j'arrête là, je commence à être un peu long pour l'introduction. Donc là, on va passer tout de suite sur le point sur l'Ukraine du 16 avril 2023 avec comme titre donc fuite de documents secrets américains par un jeune homme de 21 ans. La grande offensive ukrainienne a été repoussée pour l'été. Et un nouvel article de Seymour Hersh, qui est considéré pour les Occidentaux comme le plus grand journaliste vivant, donc a publié un nouvel article fracassant. Après le coup des Nord Stream, on a le coup du gouvernement ukrainien complètement corrompu, avec évidemment détournement d'argent, détournement d'armes, bref, que des évidences que je dis depuis un an dans mes vidéos, mais comme c'est Seymour Hersh qui le dit, eh bien cela change tout. Voilà, bon on va commencer. Alors comme d'habitude, les points sur l'Ukraine, c'est en deux parties. On a information générale, la carte militaire pour avoir les informations sur le terrain. Et bon, évidemment, j'ai toujours une petite conclusion, mais la conclusion, je la mets après les informations générales, sinon ça fait un peu long. Voilà, on va commencer. Donc les informations générales. Donc utilisation de nouvelles bombes planantes russes, surtout sur la ville d'Avdiivka, ce qui a donné un gros avantage aux Russes, puisque ce sont des nouvelles bombes planantes qui font 1 tonne 5, donc 1500 kg,
Donc elles peuvent être tirées par des avions ou des bombardiers et elles peuvent frapper à 50 km par rapport au point de largage. Donc cela permet une certaine sécurité des avions ou des bombardiers tout en faisant beaucoup plus de dégâts que des missiles. Il faut savoir que des bombes planantes, elles ont beau être énormes, 1,5 tonne, elles coûtent beaucoup moins cher que des missiles et elles font beaucoup plus de dégâts. Donc en guerre conventionnelle, il est toujours mieux d'utiliser des bombes parce que ça fait beaucoup plus de dégâts. Les missiles, c'est très bien aussi, mais pour des cibles bien spécifiques où il faut avoir une certaine marge de sécurité afin que les avions bombardiers ne soient pas détruits. Voilà, donc grosse nouveauté là sur le plan militaire côté russe. Les nouvelles bombes planantes d'1,5 tonne, donc des bombes énormes, elles ont été utilisées en premier sur Avdiivka. Et là maintenant, elles sont en train d'être utilisées dans l'oblast de Zaporijjie. Voilà. Ça, c'était une grosse nouveauté, les bombes planantes. On a bien sûr donc la fuite des documents du Pentagone qui a révélé donc l'état réel, surtout, pas que, hein, parce qu'il y a apparemment il n'y aurait pas que 51 documents comme l'avait dévoilé France 24, mais en fait il y en aurait des centaines, c'est ce que j'entends maintenant. Bon, je trouve ça un peu énorme, des centaines, mais bon, vu que ce sont des documents photographiés, des centaines, ça me paraît un peu énorme. Donc je pense que France 24, quand il dit qu'il y en a plutôt 51, ça me semble plutôt la vérité que des centaines, comme je l'entends dans certains médias. Bref, donc cela a donné surtout sur l'état réel de l'armée ukrainienne. Et qu'apprend-on? On apprend que la fuite vient d'un jeune Américain qui s'appelle Jack Texera, 21 ans. Il est de première classe, voilà, ça c'est son grade. Donc ce jeune homme première classe, donc le tout premier grade de l'armée, a accès à des documents très confidentiels, voilà, du Pentagone. Alors évidemment, quand moi j'ai appris ça, inutile de vous dire que j'ai été extrêmement sceptique. Mais bon, j'en parlerai après. Alors comment ça a fuité? Bah, ce jeune homme a pris des photos de documents extrêmement confidentiels. Il les a mis tout d'abord sur Discord, hein, donc dans le monde des joueurs de jeux vidéo. Et à partir de là, c'est des gens bon, qui l'ont mis sur Telegram. Donc c'est passé de Discord à Telegram. Et c'est grâce à Telegram que cela s'est su dans le monde entier. Alors il faut savoir que le gouvernement américain a reconnu la fuite que environ un mois après la fuite, la date de la fuite des documents. Donc ils ont mis beaucoup de temps. Donc je pense qu'ils espéraient que ça resterait que dans le monde des joueurs et que ça ne soit pas fuité plus que cela pour éviter de passer pour des idiots. Je sais pas. J'avoue que le mystère est là. En tous les cas, c'est par le canal Telegram que cela s'est su dans le monde. Alors le New York Times du 13 avril précise qu'ils n'ont pas eu de réponse claire du gouvernement américain sur le pourquoi et le comment de cette diffusion, c'est-à-dire comment Jack Texera, 21 ans, première classe, a pu avoir accès à ces documents. Donc le gouvernement américain ne répond pas ou ne veut pas répondre. Le New York Times dans l'article ajoute que cela pose beaucoup de questions, donc sur le pourquoi et du comment, comme je viens de vous le dire. Et en fait, les documents, très exactement selon la norme américaine, sont classés top secret. Donc ce ne sont pas de simples documents confidentiels. Le New York Times confirme que ce sont des documents top secret. Alors le terme top secret est un terme anglais qui fait donc ça, on emploie le terme top secret pour les documents parmi les plus confidentiels.
hein. Alors, faut savoir que dans le terme top secret, il y a différents grades de top secret. Voilà, alors maintenant, je ne saurais pas dire quel était le grade de ces documents top secret, mais c'est une sorte de terme générique qui regroupe les documents les plus confidentiels. Voilà, c'est précisé par le New York Times. Alors, bon, pour moi, mais ça n'engage que moi, il n'y a que deux options. Pour moi, le plus probable, c'est que ça a été une fuite perpétrée par la CIA-Pentagone, exprès, comme je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo concernant la fuite des documents US. Pour moi, le plus probable, c'est que ça soit une fuite exprès. Parce que, bon, voilà, c'est un jeune homme de 21 ans, Jack Texera, première classe. Pour moi, c'est un bouc émissaire tout choisi. Le pauvre, voilà. Donc, vous voyez, ça me rappelle un peu le coup des, des policiers qui veulent arrêter quelqu'un, mais ils n'ont pas les preuves. Et un policier va mettre un sachet de drogue dans la maison de quelqu'un qui veut l'arrêter. Et oh, comme par hasard, ils ont une source anonyme qui leur dit qu'il faut aller dans cette maison. Et comme par hasard, ils trouvent de la drogue dans un tiroir. Voilà, ça permet d'arrêter la personne. Donc moi, je pense que c'est ce qui est arrivé à Jack Texera. Mais bon, c'est pour moi ce qu'il y a de plus probable. La deuxième option, la moins probable, mais possible, c'est l'incompétence tellement pathétique de l'armée américaine. J'en ai assez parlé dans mes vidéos. C'est-à-dire que l'armée américaine a atteint un point de stupidité, d'ignorance et d'incompétence tellement crasse que voilà, on en arrive à là, quoi. On en arrive à là. Alors ça me paraît gros quand même, mais bon, qui sait? Maintenant, l'armée américaine est tellement pathétique que pourquoi pas? C'est comme l'armée européenne, parce qu'il ne faut pas oublier que évidemment l'Amérique a une influence totale sur l'Europe. Donc comme nos armées européennes ont un niveau qui est peut-être pas aussi pathétique que l'armée américaine, surtout la France, mais tout du moins l'armée anglaise, allemande, elle est pas loin, moi je vous le dis, elle est pas loin de l'armée américaine, hein. Bon, mais bref, donc voilà, il y a cette deuxième option. Alors maintenant, voilà, moi j'ai du mal à croire que l'armée américaine ait atteint un niveau aussi grotesque d'incompétence, mais bon, pour moi, encore une fois, le plus probable est que ça soit une fuite exprès pour dire, bon bah regardez, l'armée ukrainienne, elle est complètement finie. Bon, on a tout tenté, vous avez vu, on a tout tenté, hein, on a vraiment tout fait, mais malgré tout, les Russes sont victorieux. On peut vraiment rien faire de plus, vous comprenez, on peut pas envoyer de, de soldats américains quand même, on va pas envoyer des soldats américains. Donc, de manière indirecte, c'est tout ce qu'on pouvait faire, mais comme vous pouvez le voir, cela n'a pas suffi. Bon, voilà. Bon, dans les rapports, on apprend que la Corée du Sud est visée en tant que belligérant, puisque dans les rapports, on apprend énormément de choses. Donc le gouvernement coréen du Sud a dit que c'était inadmissible qu'il y ait des fuites d'informations sur la Corée du Sud. Voilà, parce que dans les documents, il est marqué que euh, les Américains ont fait de grosses pressions sur la Corée du Sud pour que la Corée du Sud livre des obus. Donc apparemment les Coréens auraient refusé en premier temps et puis au final ils auraient accepté. Mais bon, voilà. Donc alors c'est marrant parce qu'il y a eu il y a eu un porte-parole du gouvernement sud-coréen qui a dit oui pour les documents confutés, ça c'est inadmissible. Sur voilà, c'est pas vrai, on n'a pas eu de pression américaine. Non, 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 c'est pas vrai. Voilà. Et ensuite ils disent bon bah
on voulait pas donner les 500 000 obus que nous demandent les États-Unis, mais au final, on va prêter 500 000 obus aux États-Unis pour l'Ukraine. Vous voyez l'imbroglio, donc là ils savent plus trop comment se dépatouiller de tout ça. Donc la Corée du Sud, en gros, elle a été prise la main dans le sac de belligérance avec les États-Unis, mais encore une fois, nulle surprise, puisqu'on le savait tous déjà. Bon, sauf que là, c'est plus ou moins officiel. Donc il y a un imbroglio où, comme d'habitude, hein, c'est du en même temps coréen du Sud, c'est-à-dire, oui, alors les documents disent qu'on a subi des pressions américaines, c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, les Américains nous demandent 500 000 obus. Alors au début, on veut pas, mais bon, on veut bien, mais on les prête seulement. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par prêter? Parce que ça, c'est officiel, hein. C'est marqué prêter, hein. Alors, ça veut dire quoi? Que plus tard, les États-Unis devront rendre 500 000 obus à la Corée du Sud, mais bien plus tard, quand ils en seront capables. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, je pense. Donc grâce à ces documents, on apprend aussi l'état est catastrophique de l'armée ukrainienne à bien des plans. Donc comme déjà dit dans une vidéo, l'armée ukrainienne manque de missiles BUK et de missiles S-300. Je rappelle que ces missiles-là sont la défense antiaérienne principale de l'armée ukrainienne. Je le rappelle. Alors ces systèmes sont aussi utilisés côté russe, hein, pour information. Voilà. Alors évidemment, dans les rapports, on a secret confuité, on apprend que l'Ukraine ne peut plus se protéger de missiles balistiques, de missiles de croisière, de drones et des avions. Il y a un manque d'obus, de roquettes et de balles. Et qu'en plus, il y a un énorme manque de tanks. Alors, pour les tanks, ça c'est assez drôle, puisque en fait, la livraison totale des tanks qui était de 300, alors ça, cela a été annoncé par l'Ukraine. L'Ukraine attendait 300 tanks. En fait, ils n'en ont eu que quelques dizaines, et on apprend que les quelques dizaines de tanks qu'ils ont reçus, donc cela a été confirmé, comme je vous l'avais dit dans mon précédent point militaire, cela a été confirmé. Donc c'était bien des tanks en gros pour les photos des journaux occidentaux, puisque les tanks qui ont été livrés, quoi, pas tous, mais beaucoup de tanks qui ont été livrés, principalement les Léopard 2 et les Challenger 2, ne sont pas en état complet de fonctionnement. Donc en gros, l'Allemagne et l'Angleterre n'a pas livré de vrais tanks tout neufs comme ils l'avaient promis, mais de vieux tanks. Apparemment, ils n'ont pas eu le temps de les rénover complètement, de faire une maintenance complète, puisque comme ils étaient tellement pris par l'horloge, ils étaient tellement sous l'œil microscope des médias, et sur les insistances tellement énormes de l'Ukraine, qu'ils ont livré à la hâte, sans avoir eu le temps, peut-être par manque de pièces détachées, d'hommes, j'en sais rien, de livrer des tanks en parfait état de fonctionnement. En tout cas, cela a été confirmé par les documents secrets. Voilà. Donc en gros, tout ce qu'on dit, quoi, tout ce que je dis dans mes précédentes vidéos depuis quasiment un an, bah à chaque fois ça se révèle vrai. À chaque fois. Voilà. Alors évidemment, je suis pas le seul à le dire, hein. N'oubliez pas mes autres sources, Colonel McGregor, Alexander McCrory, Brian Berletic. Voilà, ils disent la même chose, évidemment. Bon, on a chacun nos sources, hein, bien sûr. Mais on dit plus ou moins la même chose. De toute manière, c'est normal que des youtubeurs un peu connaisseurs disent un peu la même chose, parce qu'au final, à la fin des fins, on a tous les mêmes sources quand on remonte loin dans les sources, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien que ça vienne du terrain. Bon, mais alors là, qu'est-ce qu'on apprend aussi dans les documents? On apprend des choses extraordinaires. Donc, on apprend qu'il y a bien des soldats américains en Ukraine avec des soldats canadiens,
français, anglais, polonais et roumain. Voilà, en gros, c'est vraiment marrant parce que c'est ce que je dis depuis des mois et des mois dans mes vidéos. Voilà, alors je le dis toujours en passant comme ça, mais je suis content que ça soit confirmé. Encore une fois, je suis pas le seul à le dire, on est tous à le dire. Xavier Moreau, pour le côté français, l'avait dit, Christelle Néant l'avait dit aussi. Donc, vraiment, tout se confirme. Mais vous voyez, là, tout ce qui a été confirmé, je le dis depuis longtemps, mais il y a quand même un fait, et j'en finis là-dessus. Peut-être que j'y reviendrai sur les documents, parce qu'il y a tellement de choses que des choses, peut-être, je vais pas penser à vous le dire là, mais j'y penserai peut-être plus tard. Mais il y a une chose qui vraiment euh, m'a un peu choqué, c'est que dans les documents, il est révélé une chose. Alors là, je vous le lis. On apprend dans ces pages qu'il y a en réalité un Russe tué pour 7 Ukrainiens tués. Donc c'est exactement ce qu'on disait depuis le début. Alors comment je l'ai appris cette information? Je l'ai appris sur Fox News. Je l'ai appris sur Fox News. Donc un Russe tué pour 7 Ukrainiens tués. On parle de soldats, hein. Donc vous voyez, je l'ai appris sur Fox News. Alors toutes les informations là que je vous ai dites, je vous mets les liens dans la description, afin que vous ayez quand même les sources. Je vous mets les liens dans la description et dans les commentaires. Puisque je vous rappelle que dans la description, les liens ne sont pas cliquables. Ouais, ça c'est la nouveauté YouTube pour les nouveaux créateurs de chaînes. Bon, bref. Bon, il y a des trucs à faire, mais pour l'instant, je veux pas trop le faire, ça va trop loin avec YouTube. Donc, allez dans les commentaires pour avoir les liens cliquables. Voilà, je vous mets toutes les sources, hein. Alors, alors ça, n'oubliez pas, hein, un soldat russe tué égale 7 soldats ukrainiens tués, hein. Document secret du Pentagone. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aussi? On apprend que les États-Unis espionnent ses alliés et ses ennemis avec autant d'assiduité. Alors là, je vous mets les liens dans la description. Je l'ai appris dans le journal Global Times, qui est le journal chinois international en anglais. Je vous mets les liens dans la description et toujours dans les commentaires, bien sûr. Donc, alors évidemment, la Corée du Sud a râlé, puisque eux, ils aiment bien râler, hein. C'est comme Macron. Macron, il râle, il dit: Oh, nous, on n'est pas un État vassal des États-Unis. Oh, nous, on pense par nous-mêmes, hein. On n'est pas un État vassal des États-Unis. Bon, la Corée du Sud, c'est la même chose. Donc, ils ont râlé officiellement comme quoi ils étaient espionnés par les Américains. Alors, on apprend dans ces documents que le Canada, Israël, Israël, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et la Pologne sont espionnés par le gouvernement américain. Mais c'est marrant, ceux-là, on les entend pas se plaindre. C'est marrant, hein. Il n'y a que la Corée du Sud. Est-ce que la Corée du Sud aurait des velléités à aller chez les BRICS? On ne sait pas. Peut-être que c'est un petit début. On ne sait pas, on verra. Voilà. Alors on apprend, alors là on n'est plus dans les documents secrets américains, on apprend que la grande offensive ukrainienne selon le Pentagone et le gouvernement ukrainien a été repoussée en été, mais on ne sait pas quand exactement. En été c'est un terme bien vague, mais évidemment ils vont pas dire quel jour ils vont faire la grande offensive. Alors, parce que dire à quel jour on fait une grande offensive, c'est ridicule bien sûr. Alors, apparemment, ce serait repoussé d'environ 2 mois. De plus, bien sûr, on ne sait pas d'où elle va venir, mais ça fait des mois que le gouvernement ukrainien claironne que ce serait du côté de Zaporozhye pour piquer vers Melitopol. C'est toujours la même histoire. Bref, je vous dis toujours la même chose depuis des mois, parce que ça fait des mois que je vous le dis dans mes vidéos, hein, que ça partirait de Zaporozhye
pour piquer sur Mélitopol et enfin finir sur la Crimée. Ouais, dans un multivers, évidemment, parce que ça, c'est c'est strictement impossible. Mais bon, voilà. Et apparemment, bon, bah, ils ont d'énormes problèmes de mobilisation, d'énormes problèmes de quantité d'obus et de munitions, comme je vous l'ai dit. Donc c'est pour ça que la grande offensive ukrainienne est repoussée. Pour moi, il n'y a aucune chance qu'elle ait lieu, hein. Cela n'engage que moi, mais je ne vois vraiment pas, mais vraiment pas comment une offensive ukrainienne pourrait avoir lieu, étant donné tous les rapports qui sont unanimes, je dis bien unanimes, même quand on lit The Kyiv Independent, qui est le journal ukrainien en Ukraine, qui le dit aussi, donc morale très bas. Alors ça a été évidemment répertorié dans les documents secrets qu'on fuitait, parce que dans les documents secrets qu'on fuitait, on apprend aussi qu'il y a un moral très bas de la soldatesque. Alors déjà, ça s'en fout un coup. On apprend le nombre aussi plus ou moins exact du nombre des soldats ukrainiens. Donc ils restent assez nombreux quand même, hein, environ 200 000 hommes. La soldatesque, mais 200 000 hommes, quand on regarde les documents secrets, on apprend que sur les 200 000 hommes environ qui peuvent se battre, il y a énormément de femmes, énormément de très jeunes et surtout énormément de soldats complètement inexpérimentés avec des problèmes d'équipement au niveau, bah, évidemment, armes et munitions. Sans compter des problèmes énormes, et ça c'est peut-être le plus important, les Ukrainiens présentement, à part les choses que tout le monde sait, c'est-à-dire un manque de munitions, d'obus, de roquettes, etc., ils ont un manque de véhicules blindés légers. Voilà, donc des véhicules à roues, euh, à 6 ou 8 roues, ils ont un gros manque. Alors évidemment, les Marder et les Bradley et les RC envoyés par les Français, parce que Marder c'est allemand, Bradley c'est américain. Donc les véhicules qu'on a envoyés côté occidental sont évidemment en nombre extrêmement bas, sans compter que la chaîne logistique a encore du mal à se faire. Et bon, bah, peut-être qu'avec l'arrivée de l'été, ce sera plus facile côté ukrainien concernant la chaîne logistique. Bon, tout ça s'est révélé dans les documents, entre autres choses. Il y a énormément de choses, donc je vous ai dit, au moins 51 documents ont été révélés. Bon, évidemment, il y a énormément d'informations secrètes qui ont été révélées. Et sur ces documents secrets révélés, euh, moi, je connais pas tout, hein. Je connais que quelques informations que je vous ai dites, mais évidemment, il y en a infiniment plus. Mais bon, je connais pas tout. Alors, on a ensuite le fameux article de Seymour Hersh. Alors, Seymour Hersh, je vous ai mis la couverture de l'article en début de vidéo. Vous avez dû le voir. Donc, qui présente une corruption ukrainienne absolument gigantesque, bien pire qu'on ne le pensait. Alors, bien pire qu'on ne le pensait dans les médias occidentaux. En fait, moi je vous le dis, depuis des mois, j'ai fait des vidéos exprès dessus. Ça fait des mois et des mois que je vous dis que c'est extrêmement corrompu. Ça fait des mois que je vous dis que une énorme partie du financement occidental et des armes occidentales sont détournées par les seigneurs de guerre ukrainiens, les oligarques et les membres du gouvernement ukrainien, les néo-nazis ukrainiens. Bref, une énorme quantité est détournée, revendue un peu partout en Europe et revendue aussi en Afrique. Donc, et apparemment, d'après les rapports que j'ai lus, la revente se fait principalement sur des clans en guerre au Niger. Voilà. Donc c'est ce que j'ai, c'est moi ce que j'ai pu comprendre. Voilà. Donc je vous mets le lien dans la description et dans les commentaires.
Donc vous allez voir beaucoup de liens dans cette vidéo. Donc je vous donne les sources, hein, moi, tout simplement, hein, alors vous avez l'habitude, ça fait, bon, pour concernant l'Ukraine, ça fait 1 an que vous me suivez, donc vous savez comment je marche. Enfin bref, je vous mets les sources, vous voyez, c'est vraiment très drôle. Alors Seymour Hutch, il est considéré comme le plus grand journaliste vivant côté occidental. Donc quand lui dit quelque chose, évidemment, tout le monde est à l'écoute, hein. Je vous rappelle que c'est lui qui a fait l'article sur l'explosion des Nord Stream 1 et 2, et il avait dévoilé que c'était les Américains avec l'aide de la Norvège. Moi j'ajoute qu'il y avait aussi l'aide de l'Angleterre principalement, euh, du Danemark bien sûr, et de la Suède. Voilà, comme ça le tableau est complet. Alors, quoi d'autre comme nouvelle? On apprend que le dernier espoir des Américains pour construire un missile hypersonique opérationnel a échoué il y a environ 2 semaines. Alors en effet, il y avait deux grandes compagnies américaines qui étaient sur le coup. Il y avait la compagnie Raytheon et Lockheed Martin. Les deux, au début du projet, avaient fait des missiles hypersoniques prototypes avec un certain succès, dans le sens que c'était les tests préalables. Donc ils avaient réussi à passer les tests préalables. Mais apparemment, les deux ont échoué. Et celui qui a échoué le plus, c'est Lockheed Martin. Donc, mais le gouvernement américain a décidé de garder le projet de Raytheon concernant les missiles hypersoniques. Cela dit, Lockheed Martin a été repoussé, mais Raytheon doit retourner à la conception théorique. C'est-à-dire que toute construction de prototype a été annulée par le gouvernement américain, c'est-à-dire que Raytheon, vu que c'est le seul en lice maintenant, doit retourner au concept théorique avant de pouvoir recréer des prototypes. Alors inutile de vous dire que c'est une claque gigantesque concernant le militaire américain, puisque le fait de construire un missile hypersonique de manière extrêmement urgente était une clé de voûte de l'armée américaine pour contrer les missiles hypersoniques russes et chinois. Et dernièrement, donc ça y est, les missiles russes les missiles hypersoniques chinois sont confirmés par le Pentagone même. Donc maintenant, très officiellement, il y a deux pays qui ont des missiles hypersoniques opérationnels. Le premier qui a créé des missiles hypersoniques opérationnels était les Russes. En second, les Chinois. D'ailleurs, les Chinois tellement peu après qu'on se demande s'il n'y a pas eu, on va dire, don de plans techniques russes aux Chinois en échange de on ne sait pas quoi. C'est ce que certains experts militaires disent. Moi, vous savez, grâce à mes GD donateurs, je suis abonné à certains magazines militaires. Et apparemment, c'est ce qui est dit, puisque les Chinois, 1 ou 2 ans après les Russes, ont annoncé des missiles hypersoniques. Et comme ce sont des recherches militaires extrêmement complexes, on atteint le maximum au niveau connaissances théoriques, scientifiques et technologiques là, sur les missiles hypersoniques. Donc certains disent que les Russes les auraient vendus ou donnés à la Chine, tout du moins en échange de quelque chose. C'est qu'une rumeur, hein, rien ne le prouve, mais quand même que la Chine ait des missiles opérationnels environ 2 ans après les Russes, ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre. Mais bon, bref. Voilà, donc ça c'était une grosse nouvelle militaire qui est sortie et qui est une énième gigantesque claque concernant les États-Unis, qui là essayaient de rattraper leur retard à coups de milliards, mais les milliards de dollars ne remplacent pas les connaissances théoriques,
Hein, faut pas oublier que la conception de missiles hypersoniques, on en a eu l'idée il y a déjà des décennies, bien sûr. Alors moi j'ai appris que c'était Jean-Pierre Petit, donc un physicien français qui faisait partie des pionniers de la conception de missiles hypersoniques dans le sens purement théorique, hein, permettant de résister à des hautes vitesses. Donc c'est le système théorique s'appelle la MHD. Voilà. Donc Jean-Pierre Petit, un de nos plus grands physiciens français, en était, on va dire, un concepteur théorique, physicien théoricien pour cela. Et Jean-Pierre Petit a dévoilé, donc il en avait parlé à l'époque, donc dans les années 70, aux théoriciens physiciens russes. Et eux, les Russes, n'ont jamais quitté cette idée. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant des décennies sur la conception de missiles hypersoniques grâce aux travaux de la MHD. Et eux n'ont jamais arrêté. C'est pour ça que ce sont les premiers à avoir conçu des missiles hypersoniques. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, qui est très intéressante quand même. Voilà. Alors je vous mets un lien pareil sur les missiles hypersoniques et la dernière claque américaine, je vous mets un lien. On a aussi Lula qui rencontre Xi, donc Xi Jinping. Alors les deux pays ont décidé de faire d'énormes contrats d'échange de biens, surtout concernant les denrées alimentaires. Et Lula et Xi ont décidé dans leurs échanges d'abandonner le dollar comme monnaie d'échange. Absolument énorme comme nouvelle. Donc c'est une nouvelle qui va changer l'économie mondiale, puisque le Brésil et la Chine, c'est pas deux petits pays. Voilà, et donc Lula a montré que le Brésil s'entendait très 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 bien avec la Chine, et surtout Lula a déclaré que le Brésil ne donnerait jamais d'armes à l'Ukraine. Autre claque pour les Occidentaux. Enfin, Lula a accusé publiquement les États-Unis de pousser à la guerre. Voilà. Donc ça, c'est la dernière interview de Lula devant les caméras du monde entier. Il a accusé les États-Unis de pousser à la guerre. Donc vous voyez la scission complète entre le Brésil et les États-Unis. C'est vraiment... bon là, la scission est consommée, hein. On va dire là c'est terminé entre le Brésil et les États-Unis. Je pense que les États-Unis vont considérer le Brésil comme un pays ennemi, exactement comme la Chine. En tout cas, c'est en train d'en prendre le chemin. C'est en train d'en prendre le chemin. Lula se tourne complètement vers la Chine. Énième claque contre l'Occident. Après le rapprochement historique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, nous avons la Turquie et la Syrie qui font un rapprochement. Donc Erdogan et Bachar el-Assad. Un énième rapprochement. Côté Moyen-Orient, va-t-on dire. Donc ça, c'est une très grosse nouvelle. Et on apprend que l'Arabie Saoudite donc, a fait un rapprochement avec la Syrie aussi. Ah, donc Assad a été invité à Riyad, voir Mohamed Ben Salman. Ce qui est un événement absolument énorme, parce que la Syrie et l'Arabie Saoudite, ils ne s'entendaient pas, hein. Donc c'est presque aussi énorme que le rapprochement Iran-Arabie Saoudite grâce à la Chine. Donc le fait que l'Arabie Saoudite, la Syrie se remettent ensemble, donc ça prouve les termes que je vous avais dit la dernière fois, où le chef de l'État des Émirats arabes unis et du sultanat d'Oman avait déclaré de concert que la Syrie allait retourner dans la Ligue arabe et serait à nouveau bienvenue, les bras ouverts, dans les pays arabes. Donc on en a la concrétisation là sous nos yeux. Donc on a vraiment un bloc qui se fait, qui continue à se faire, que rien ne semble pouvoir arrêter et qui fait une énième claque contre l'Occident
qui se retrouve de plus en plus esselé, hein. Vraiment, c'est absolument énorme. Et tout cela montre un abandon, on peut dire quasi total, de l'Arabie Saoudite envers les États-Unis, qui étaient pourtant extrêmement proches depuis des décennies, donc après la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait un rapprochement énorme entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. On sent que tout ça tombe à l'eau. De plus en plus, ça tombe à l'eau et on voit un rapprochement énorme côté idéologique, économique et même militaire entre l'Arabie Saoudite, la Russie et la Chine. Donc voilà, qui sont des pays extrêmement importants. Donc on sent vraiment un bloc de l'Est qui se forme par rapport au bloc de l'Ouest. L'Occident devient de plus en plus seul sur la scène internationale. Là, c'est extrêmement criant. La dédollarisation subit encore un revers gigantesque avec Lula, là, tout dernièrement, qui abandonne le dollar dans ses échanges. Vraiment, c'est sans fin, hein, ça se précipite de manière extrêmement rapide. Sur la chaîne Russia 24, Vladimir Poutine est intervenu directement. Donc, il a fait une déclaration qui fait que la Russie est en train de laisser tomber le dollar et il déclare que le yuan devient monnaie de réserve mondiale. Alors je vous cite Poutine. Nous sommes pour l'utilisation du yuan chinois dans les règlements entre la Fédération de Russie et les pays de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, a déclaré Vladimir Poutine lors de pourparlers à un format élargi où toutes les caméras du monde étaient invitées. En reconnaissant le yuan, monnaie tierce, pour ses échanges avec d'autres pays, Vladimir Poutine vient, par cette simple déclaration, de consacrer le leadership économique et financier de la Chine. Alors, toujours sur Russia 24. Russia 24 dit Vladimir Poutine a également salué le chiffre record du commerce entre la Chine et la Russie. Là, Russia 24 cite Vladimir Poutine. Donc Poutine dit 185 milliards de dollars en 2022 d'échanges commerciaux avec la Chine malgré la pandémie de Covid et les sanctions occidentales. Les échanges avec la Chine dépasseront les 200 milliards de dollars en 2023. Déclaration de Vladimir Poutine. Toujours Russia 24. La coopération énergétique entre la Fédération de Russie et la Chine se développe. Tous les détails du gazoduc qui s'appelle Force de Sibérie 2, qui doit alimenter la Chine et son industrie, ont déjà été fixés. C'est-à-dire ont été faits en gros. Donc il y a une coopération énergétique d'après Russia 24 entre la Russie et la Chine qui est absolument énorme. Donc là, il y a le pipeline Force de Sibérie 2 qui vient d'être établi. D'autres vont être établis. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description et les commentaires afin que vous ayez plus de détails pour ceux que cela intéresse. Toujours Russia 24. Moscou est prête à aider les entreprises chinoises à remplacer les entreprises occidentales qui ont quitté la Chine. Donc, parce qu'il y a des entreprises occidentales qui ont quitté la Chine. Donc, Moscou est prêt à les aider là-dessus. Alexei Moziev, qui est le vice-ministre russe des Finances, a dit « Je soutiens les experts qui pensent qu'il n'est pas nécessaire d'accumuler des actifs en dollars. » Donc ça, c'est le vice-ministre russe des Finances, Alexei Moziev, qui a déclaré ça. Donc en gros, il incite les entrepreneurs, les industriels à ne plus accumuler des actifs en dollars. Donc tout ça, c'est un signe. Le yuan chinois, le dirham, toujours Alexei Moziev dit
le yuan chinois, le dirham des Émirats arabes unis et certaines autres devises des pays amis remplaceront le dollar et l'euro toxiques. Voilà. Donc, vous voyez, lui, ce vice-ministre russe des Finances a annoncé que les pays amis à la Russie allaient abandonner le dollar et l'euro. C'est quand même une grosse nouvelle. Depuis 2014, la Banque centrale de Russie travaille à la souveraineté russe en écoulant ces dollars tout en accumulant de l'or. Voilà. Alors, la conclusion, la conclusion de tout cela, c'est que ça fait un an, maintenant plus d'un an, qu'on nous dit que la guerre en Ukraine n'est pas par procuration, que c'est les Ukrainiens tout seuls qui se battent, avec l'aide de l'Occident, mais que ce sont les Ukrainiens qui se battent. On nous apprend que l'armée ukrainienne est puissante, qu'elle sera victorieuse, que les soldats ukrainiens ont un moral d'acier. Ça fait presque un an qu'on nous dit tout cela, que l'armée russe est sous-équipée, incompétente, stupide et barbare. Et on nous répète bien sûr que l'Ukraine va gagner la guerre, que c'est absolument inévitable puisqu'en fait la Russie doit se battre contre tout l'Occident et à tous les niveaux, aussi bien militaire qu'économique. Donc voilà, que donc la Russie ne peut que perdre la guerre. Ça fait un an qu'on nous dit ça. Alors évidemment, on sait qu'en réalité, c'est complètement l'inverse. Hein. En gros, c'est l'inversion accusatoire. Tout ce que dit l'Occident, les médias occidentaux, en fait, c'est l'état de l'armée ukrainienne. Et maintenant, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et la fuite des documents, la secret américain, le révèle. Donc il n'y a plus de secret, on va dire. Et l'inversion accusatoire est maintenant claire pour tous. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, et là je le rappelle, on apprend qu'il y a, grâce à ces documents, qu'il y a des soldats américains, canadiens, français, anglais, polonais et roumains en Ukraine. Voilà ce que moi je vous dis depuis presque un an. Eh bien, c'est dévoilé maintenant au grand jour. Voilà, c'est dévoilé dans ces documents. Mais évidemment, les médias occidentaux vont pas vous le dire. Voilà, on l'apprend à la marge. Hein, ce qu'il y a dans ces documents secrets, on vous révèle pas tout. Hein. Dans les grands médias, on ne vous révèle que deux choses. On vous révèle que l'état de l'armée ukrainienne est très mauvais, qu'il manque d'obus, de munitions et qu'il manque de monde concernant la mobilisation et que c'est très ennuyant pour eux. Mais on vous répète aussi une information, on vous dit non, non, les chiffres des morts des soldats ukrainiens et des morts des soldats russes a été modifié. On vous répète ça. Parce que grâce à Fox News, on apprend qu'il y a un mort russe pour 7 morts ukrainiens, grâce à Fox News. Alors évidemment, ça c'était dans les documents. Hein. Dans les documents, je vous avais déjà dit dans mes précédents points sur l'Ukraine qu'en fait il y avait entre 220 000 et 250 000 morts côté soldats ukrainiens et environ 400 000 blessés. Ça c'est ce qu'on apprend dans les documents qu'on fuitait. Et c'est pour ça que les médias occidentaux vous ont dit ah mais les chiffres ont été modifiés. Ça, sur ce point-là, croyez-nous sur parole, les chiffres ont été modifiés. Vous voyez à quel point ils sont complètement à la rue, parce que si ça se savait qu'il y avait un mort ukrainien un mort russe pour 7 morts ukrainiens, ça c'est l'information la plus terrible, la plus gigantesque, la plus mortelle au niveau médiatique concernant l'Ukraine. C'est ça l'information la plus terrible. C'est pour ça qu'on essaye de vous la cacher. Voilà. Et Lloyd Austin, lors d'une audition au Congrès, a dit que l'armée russe
perdait la guerre. Lors d'une audition au Congrès, il a osé dire ça. Lloyd Austin. Donc ça veut dire qu'il a menti sous serment et que on sait qu'il a menti sous serment grâce à Jacques Teixeira, le premier grade, hein, le première classe américain, ce jeune homme de 21. Grâce à lui, on apprend que Lloyd Austin a menti sous serment au Congrès américain. Voilà. Mais lui, Lloyd Austin, malgré qu'il ait menti grâce à ses documents dévoilés, eh bien lui ne risque rien. Alors que le pauvre Jack Teixeira, qui lui n'a fait que son devoir, comme Julian Assange, comme Edward Snowden, il n'a fait que son devoir en voulant révéler la vérité au monde, eh bien c'est lui qu'on va mettre en prison pour peut-être 75 ans. Peut-être. On estime 35 ans, 75 ans, ce pauvre, on va détruire la vie de ce jeune homme qui n'a fait que son devoir en révélant la vérité au monde. Surtout que lui, il l'avait mis que sur Discord, hein. Il l'a pas annoncé publiquement comme Julian Assange ou Edward Snowden. Lui, il a mis ça sur Discord, presque pour rigoler entre copains. Il a que 21 ans. Et lui a été désigné comme bouc émissaire du gouvernement américain. On va détruire sa vie parce qu'il a dit la vérité. Voilà, c'est ça l'Occident, c'est ça les États-Unis. C'est ça le mal. Le mal. Faut pas oublier que les États-Unis, c'est Satan. Comme l'Union européenne, c'est Satan. En réalité. En réalité. Voilà. C'est le vrai visage du mal. Et voilà ce qu'on a. Et le pire, c'est que là, il n'y a même pas déformation des propos ou exagération des faits. Ce sont les faits dits dans les médias. Comme il a dévoilé la vérité sur l'état des forces armées ukrainiennes, il va aller en prison. Voilà. Et Lloyd Austin, qui est l'équivalent du ministre de la Défense américain, qui a menti sous serment au Congrès en disant que l'armée ukrainienne allait gagner la guerre et que les Russes allaient perdre la guerre, il l'a dit devant les sénateurs. Hein. Quand les sénateurs l'ont cuisiné, il a osé dire ça avec Mark Miley. Sauf Mark Miley, il a été plus intelligent, il a été beaucoup plus neutre dans ses propos. Voilà. Donc on voit l'inversion accusatoire et là, moi, ce qui me dégoûte, c'est que dans les journaux occidentaux, surtout américains, on apprend que le pauvre Jack Teixeira, on le taxe d'être un néo-nazi, on le taxe d'être un pro-armes, un anti-juif. On le dit anti-juif, ouais. Et on le dit aussi affamé de pouvoir. Là, je lis en même temps, c'est pour ça, pour éviter d'oublier. Voilà. Et, et imaginez-vous John Kirby, qui est le porte-parole du Pentagone. John Kirby, lors d'une intervention, parce qu'il était obligé de faire une conférence après la fuite des documents, eh bien, moi qui ai vu cette conférence, vous avez les journalistes américains qui disent à John Kirby, mais qu'allez-vous faire contre cela? Qu'allez-vous faire normalement, vous aviez déjà promis il y a des années qu'il n'y aurait plus de fuite de documents du Pentagone après l'affaire Snowden et Julian Assange. Le Pentagone, le gouvernement américain avaient promis aux citoyens américains qu'ils feraient tout pour que cela n'arrive plus jamais. Et là, des années après, on a cette fuite de documents par un jeune de 21 ans, première classe, qui n'avait pas du tout à avoir accès à ces documents. Et pourtant, ça a été fait. Et John Kirby qui répond à dire ah oui on va faire le maximum nanani nanana et les journalistes qui disent mais on comprend pas comment cela se fait que ça soit encore possible, qu'allez-vous faire pour que cela n'arrive plus. Il n'y a aucun journaliste dans la salle qui a dit et demandé à John Kirby mais pourquoi le gouvernement américain a menti aux gens, pourquoi le gouvernement américain a menti.
pourquoi le gouvernement américain s'acharne contre ce jeune homme qui n'a fait que son devoir de citoyen en révélant la vérité sur l'état exact de l'armée ukrainienne. Car faut pas oublier que depuis 2014, l'État américain, hein, via les contribuables américains, ont donné près de 200 milliards de dollars maintenant au moment où je vous parle. Près de 200 milliards de dollars et on ne parle que des États-Unis. Et ça, c'est l'argent des contribuables américains. Voilà. Sans compter les affaires avec Joe Biden en Ukraine et de son fils Hunter Biden. Ces scandales-là dont on ne parle plus. D'ailleurs, et pourtant ce sont des scandales gigantesques qui montrent l'implication de Joe Biden dans des affaires d'entreprises de gaz et de pétrole en Ukraine. Sans compter les biolabs en Ukraine dont Joe Biden est impliqué avec Barack Obama, avec Victoria Nuland et l'ambassadeur Piat en Ukraine. Tout ça, on n'en parle plus de tout ça. Hein. Voilà. Et qui paye les contribuables américains? Donc ce jeune homme, Jack Texera, il n'a fait que son devoir. Surtout que le gouvernement américain ment en permanence en disant que l'Ukraine va encore gagner la guerre. Mais c'est outrageant, c'est scandaleux, c'est honteux de mentir à ce point devant des évidences pourtant. Et pourtant des évidences dites par le Pentagone lui-même. Ce qui montre à quel point j'avais raison, puisque ça fait des mois que vous vous souvenez, je vous avais dit dans mes précédents points sur l'Ukraine, qu'il y avait un schisme entre le Pentagone et la Maison Blanche. Le Pentagone qui essaye plus ou moins de garder la tête froide, alors que la Maison Blanche, le gouvernement américain, est toujours dans son délire idéologique. Voilà. On en est là. Là, il y a une guerre en interne hein, au sein du gouvernement américain entre le Pentagone et la Maison Blanche. Hein, parce que c'est tripartite hein, en fait. Hein. Il y a la CIA, le Pentagone et la Maison Blanche. Et les trois se tirent dans les pattes, essayent de gouverner ensemble, mais ils se tirent dans les pattes quand même. Donc ils sont pas d'accord entre eux. Bref, bon, ça c'est l'état profond, ça c'est les petites complexités. Et qu'est-ce que je vois? Bon, là c'est pour enfoncer le clou. Là, MSNBC, j'ai regardé MSNBC et là ça date de quelques jours. Et MSNBC invite des consultants experts et les consultants experts, ils sont quatre. Unanimement, ils disent bah ça y est, l'Ukraine va bientôt gagner la guerre. Ce n'est pas si l'Ukraine va gagner la guerre, mais quand. Et vous voyez ces consultants experts sur MSNBC voilà, qui disent cela. Faut vraiment, vraiment prendre les gens pour des imbéciles. C'est incroyable. On atteint cette outrance dans la bêtise, la stupidité et la propagande aux États-Unis, là. C'est incroyable. C'est plus il y a de documents, de faits qui disent que l'Ukraine va perdre la guerre, plus les médias américains disent l'inverse. C'est-à-dire que l'Ukraine va gagner la guerre et que la Russie va complètement perdre cette guerre. C'est fou, c'est fou. Et moi, je vous avoue qu'en conclusion ultime, je ne sais plus trop quoi en penser. Parce que le fait que ces documents révèlent tout ça, c'est quand même étonnant. Qu'on fasse un bouc émissaire de Jack Texera, 21 ans, c'est fou, quoi, parce que c'est tellement ridicule. Alors je sais pas, je sais plus trop quoi en penser parce que les documents révèlent des faits tous azimuts qui montrent que bon bah s'il y a une fuite de documents, la fuite de documents a été trop grosse. Quoi, pour moi, mais pour moi la fuite de documents est trop grosse pour que ça soit une fuite délibérée de la CIA et du Pentagone. Mais d'un autre côté, ça voudrait dire que l'incompétence est tellement grotesque, le laxisme est tellement grotesque côté gouvernement américain, que bon, voilà, ça voudrait dire ça dans deuxième option, que c'est tellement grotesque comme laxisme côté américain que, bon, ce serait vrai.
Donc je sais plus, là j'avoue je suis perdu. J'étais persuadé que c'était une fuite délibérée, mais maintenant je suis plus sûr que ça soit une fuite délibérée, tellement il y a de faits révélés. Il y a trop de faits révélés. Ce n'est que mon opinion, j'avoue, je ne sais plus sur quel pied danser. Au début, j'étais sûr que c'était une fuite, maintenant je suis moins sûr de moi. Bref, ça conclut les informations générales. On va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire. Alors, comme vous pouvez le voir déjà en vue d'ensemble, vous pouvez voir que là où il y a les combats, c'est vraiment à l'extrême est et qu'il n'y a plus vraiment de combats dans la plupart de la ligne de front. Alors là, d'habitude, je vous dis Kherson, Zaporizhia, etc. Je commence par le sud, je monte vers le nord. Là, ça va être plus rapide que d'habitude, hein. Tout est concentré sur l'extrême est et évidemment, autour de Donetsk, donc l'oblast de Donetsk. Donc très rapidement, euh, rien ne s'est vraiment passé d'intéressant sur, on va dire, toute la zone. Là où il y a eu le plus de combats, où il y a des choses à dire, c'est sur Avdiivka. Avdiivka, c'est la première ville où il y a eu des bombardements de bombes d'un nouveau genre qui sont les bombes planantes qui ont une portée d'environ 50 km, c'est-à-dire 50 km par rapport au point de largage. Cela permet à l'avion de pouvoir bombarder sans être trop inquiété. Donc c'est des bombes d'un nouveau genre qui font 1,5 tonne, donc 1500 kg, qui font des dégâts terribles et qui ont permis à l'armée russe d'avancer considérablement sur Avdiivka depuis environ 2 semaines. Donc évidemment, la carte que je vous montre, comme je le répète depuis des mois, c'est une carte ukrainienne, donc il faut toujours garder ça en tête. Ça veut dire qu'elle est fausse, mais elle donne, comment dire, une bonne vue générale des choses, même si dans le détail, évidemment, c'est faux pour des raisons de propagande. Donc, Avdiivka, en fait, les Russes ont resserré par rapport à la semaine dernière, donc ils sont ici. Là, la pince s'est resserrée, ils sont ici, donc aux alentours de cette ville, à la bordure de cette ville. Donc ils avancent toujours. Avdiivka va tomber évidemment comme est tombé Marinka. Alors Marinka, on dit toujours qu'il y a des combats parce que il y a toujours des combats en banlieue ouest, à la banlieue ouest immédiate de Marinka. Moi je la considère comme déjà prise. Ougledar, c'est pareil. Hein, y a rien qui est fait là. Malinka, il n'y a rien qui a avancé non plus. C'est Avdiivka où il y a eu des avancements de l'armée russe. Donc les Ukrainiens commencent à être complètement encerclés. Donc voilà, donc les fameuses bombes, c'est ça qu'on pourrait dire. Alors il y a eu des envois de bombes aussi dans la zone de Zaporizhzhia, ici. Donc ces fameuses bombes dont je vous ai parlé, planantes. Voilà. Bon, alors évidemment, là où il y a le plus de combats, c'est sur Bakhmut. Artyomovsk, c'est le nom russe. Donc bientôt, on va appeler la ville Artyomovsk. Et donc là, il y a des combats. Alors ça, c'est complètement faux, évidemment, comme je vous le dis chaque semaine. Hein. Il reste ça, en fait, de l'armée ukrainienne. Il reste que ça. Hein. Donc environ, au moment où je vous parle, il y a près de 90% de Bakhmut qui est prise. Ivanivske, bon, bah, l'armée russe est ici à peu près. Par contre, elle a pas bougé. Et les pinces commencent à se faire autour principalement de Tchassiviar, au nord ici et au sud ici. Donc d'après ce que j'ai compris dans les rapports, la pince va être grande, donc le chaudron va être grand
et va faire à peu près ça. Voilà, le chaudron, c'est ça qui va se faire. Et d'après ce que j'ai compris, donc Kostianov, Kostianievska ici bon bah va tomber bien sûr, mais beaucoup plus tard. D'après ce que j'ai compris, une fois que ça sera pris, ils iront plutôt vers le nord. Donc je ne sais pas s'ils vont faire comme ça et remonter. Moi, d'après ce que j'ai compris, ça irait plutôt directement vers Kramatorsk. Mais information à prendre avec des pincettes, j'ai vu ça sur Telegram, je peux pas l'assurer. Évidemment, la logique, vu que là, il y a des gros ensembles urbains, la logique, effectivement, ça aurait pu être de faire comme ça et de remonter jusqu'à Kramatorsk. Mais pour des raisons d'artillerie, paraît-il, les Russes auraient plus de facilité à s'installer ici pour pouvoir bombarder avec l'artillerie comme ça. Donc il y a une certaine logique, c'est-à-dire de se positionner au centre et de faire un bombardement en étoile. Ce qui a sa logique aussi, mais tout cela reste que des rumeurs non confirmées. Alors, pas grand-chose à dire pour le reste, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a très peu de points rouges, ça c'est les zones de combat. Il y en a très peu, sachant que bon, les zones les plus importantes, comme je le rappelle à chaque semaine, c'est Ougledal, comme on l'a vu dans le sud, c'est Ougledal, Avdiivka, euh, Bakhmut, Siversk et Kupiansk, plus au nord. Donc ici, voilà, ça c'est les zones les plus importantes pour les Russes. Et comme vous pouvez le voir, là il n'y a pas les deux points rouges qu'il y avait la semaine dernière. C'est pour vous dire qu'il y a une concentration quand même des forces russes, comme on le voit avec ces avancées rouges ici sur Bakhmut et Siversk, qui sont les zones les plus importantes parmi toutes celles que je vous ai déjà citées. J'ai eu confirmation que Avdiivka est une forteresse encore plus importante que Bakhmut au niveau stratégique et au niveau apparemment nombre d'hommes. Donc c'est ce que j'ai compris. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Moi, les dernières nouvelles que j'ai vues sur Telegram, c'est que Prigogine, Yevgeny Prigogine, donc le chef de Wagner, a déclaré que depuis le début de la conquête de Bakhmut, ils auraient fait plus de 30 000 morts juste sur Bakhmut. Bon, ce qui m'étonnerait pas, puisque les Russes font une guerre d'attrition. Hein, ils ont décidé de faire une guerre d'attrition, c'est-à-dire de rester sur leur position afin de tuer un maximum de soldats ukrainiens qui viennent se heurter à leur défense. Ça a été décidé dès le début dès le début, dès que le général Soulovikine a été le commandement en chef des forces russes en Ukraine, il a décidé qu'il y aurait une guerre d'attrition et non pas de conquête en faisant des offensives. Par contre, ce fut la stratégie officielle ukrainienne, c'est-à-dire de faire que des offensives pour essayer de reconquérir les zones perdues par les Ukrainiens. Donc c'est pour ça que les Russes n'avancent pas. Je le rappelle, ils n'avancent pas à dessein. Alors ils n'avancent pas pour deux raisons. C'est parce qu'ils ont décidé de faire une guerre d'attrition il y a 7 ou 8 mois. Et deuxième raison, c'est parce que les forces ukrainiennes antiaériennes étaient encore trop fortes. Là maintenant, ça y est, c'est officiel. Les forces antiaériennes ukrainiennes sont complètement épuisées. Donc là, les Russes commencent à attaquer avec l'aviation, chose qu'ils ne faisaient jamais avant. Dans le sens attaquer en Ukraine, c'est-à-dire ici. Donc les avions vont jusque-là maintenant, chose qu'ils ne faisaient jamais avant. Ils tiraient des missiles de loin, ils ne bombardaient jamais. Là maintenant, ça y est, les bombardements commencent. C'est pour vous dire que les systèmes antiaériens ukrainiens commencent à être complètement épuisés.
Et donc ça y est, les Russes commencent à faire des offensives aériennes. Ils ont commencé dans le nord. Eh bien, ici, ils ont commencé ici, et maintenant, ça y est, ils commencent à faire des bombardements aériens. Je dis bien des bombardements avec des bombes, et non pas des tirs de missiles comme ils le faisaient avant avec les MiG-31 et les Tupolev, les T-95 principalement, et les Tu-122. Donc là, maintenant, c'est des bombardements avec des bombes, dont les fameuses bombes planantes d'1,5 tonne qui sont extrêmement efficaces, extrêmement redoutables. Et évidemment, plus le temps va passer, moins les Ukrainiens auront de défense antiaérienne. Là, c'est quasiment épuisé. Et il y aura une grande offensive aérienne russe par avion pour terminer le travail. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire au 16 avril 2023. Voilà, c'est fini pour le point sur l'Ukraine du 16 avril 2023. Encore une fois, bonne fête de Pâques à tous les chrétiens orthodoxes. Et si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est très important pour moi. Et n'oubliez pas donc d'aller sur ma chaîne YouTube Réinformation sur le monde et en même temps sur ma chaîne Odyssée afin de mettre un petit pouce, un commentaire. Vous pouvez mettre juste un merci, c'est juste pour les algorithmes. Et évidemment, éventuellement, un petit don, lien dans la description et lien dans les commentaires. Merci beaucoup de votre soutien, Analyse du Monde, et toujours, soyez curieux.